vous inviterai à poser des questions, ceux qui en ont, sur les deux premières parties, si ça n'a pas été complètement clair, ou sur n'importe quoi. On a des bonnes questions. Alors, je vais résumer l'importance des choses que j'ai dites les 2 heures qui viennent de passer. Pour que vous compreniez bien l'utilité d'une société ou l'utilité d'une réunion, d'une relation entre des personnes qui sont sur un chemin plus particulier de l'évolution, je vous ai fait un résumé assez bref de l'apparition de l'homme sur la planète, des relations avec les énergies extraplanétaires, des relations entre et les causes qui ont amené ces relations, entre les personnes qui évoluaient sur un chemin plus particulier avec ceux qui évoluaient sur le chemin normal, régi par des cadres religieux rigides. Et, à un moment donné, on en arrive à parler de nous autres. Je répète que la formation d'une société ne se fait pas par le désir d'une personne. Sinon, ce n'est pas une société régie par l'intelligence. L'intelligence ne désire pas quelque chose. L'intelligence le fait. Elle n'a pas besoin de le désirer pour le faire, malgré que cela soit difficilement compréhensible par la psychologie. Votre psychologie peut néanmoins vous enclindre, vous emmener, vous entraîner à vouloir vous relier, à comprendre l'importance psychologie mentale, d'être en relation avec des personnes qui se conscientisent. Lorsque l'on donne une conférence, il y a évidemment relation, il y a partage karmique, et quel que soit le niveau d'énergie de la conférence, cela dépend surtout du public. Si le public est un public en phase de conscientisation, il y a atteinte des objectifs. Une personne qui recherche, et c'est le problème de la psychologie mentale, et la psychologie mentale n'est pas d'ordre mental, elle est d'ordre psychologique, d'ordre astral. C'est le problème de la psychologie mentale de rechercher toujours le trip, de rechercher toujours le voyage. Voyez-vous, l'expression « être dans le vent », c'est une expression que l'on donne souvent à la jeunesse, à ceux qui se droguent, aux hippies, à ceux qui suivent les modes. Ils sont dans le vent. C'est ce que les jeunes disent, je suis dans le vent. Et vous n'êtes plus dans le vent. Je dis souvent que les égrégores de l'astral planétaire voyagent autour de la planète et le vent les fait circuler. À un moment donné, le vent matériel va amener au-dessus de la région de Montréal un égrégore extrêmement joli ou extrêmement néfaste. Et par après, le vent va pousser l'égrégore ailleurs. Alors, ce qui fait qu'une personne en automobile qui se dirige dans la direction du vent va repénétrer à l'intérieur de cet égrégore, de cette forme d'énergie. Plusieurs l'ont déjà expérimenté. Être dans le vent, cela veut simplement dire être dans le vent astral. C'est une expression absolument parfaite qui définit une perception et non pas une compréhension d'un mécanisme de manipulation. La personne qui est dans le vent reçoit en plein visage les égrégores de ce vent-là et est manipulée par le vent. Être dans le vent, c'est être assujetti au vent astral, et être assujetti au vent astral, c'est être manipulé. Maintenant, le vent, être dans le vent. Si vous êtes supramental, vous êtes dans le vent supramental, et ceux qui ne sont pas dans le vent supramental ne sont pas dans le vent. C'est la même chose pour ceux qui se droguent, ou pour ceux qui écoutent des musiques terribles, ou pour ceux qui font d'autres choses. Alors, ce qui fait que être dans le vent, cela veut dire être assujetti à une psychologie mémorielle, à un phénomène astral qui représente déformé ou authentiquement l'expression d'une énergie différente qui s'est exprimée dans le plan planétaire. Et être dans le vent, cela veut dire être assujetti aux égrégores de masse. Cela veut dire
que vous êtes psychologique, et il n'y a pas de honte à être psychologique. Par contre, cela amène certains problèmes, et la vision de ces problèmes nous amène lentement à penser d'une façon plus mentale. Le mental n'est jamais dans le vent. Alors donc, on doit faire quelque chose, non pas parce que c'est la mode, non pas parce qu'on est dans le vent supramental ou dans le vent de Daniel Kem ou dans le vent de n'importe qui. On doit faire quelque chose justement parce que on en comprend les mécanismes. Une société, le vent supramental, le vent psychologique, lentement, va vous amener à entrer en relation, à former des petits groupes. Et c'est le résultat de l'expression de la psychologie mentale ou de la psychologie supramentale. Et je le répète, la psychologie reste de l'ordre des psychologies. Ce qui fait qu'à un moment donné, on crée un groupe. Ce groupe est une forme mineure de société. Étant mineur et refusant l'extérieur parce que manipulé par un esprit de groupe et non plus parce qu'il y a intelligence de refus de l'extérieur, elle finit par être détruite par l'extérieur pour des raisons karmiques, c'est-à-dire pour des raisons de méconnaissance des lois qui vont régir un plan d'évolution particulier. Lorsque l'homme se groupe, son groupement peut déterminer le nombre d'individus, il peut déterminer quel individu, et il peut aussi déterminer l'instructeur. Qui que ce soit, c'est pas grave, si j'ai l'instructeur, on est dans la bonne gang. Si c'est le même groupe, on change d'instructeur, puis rien qui fonctionne. Il y a un égrégore de groupe qui se crée. Et certaines personnes ont une psychologie qui a des tendances à créer ces formes d'énergie de groupe, à créer ces formes d'esprit de groupe. Et elles ne peuvent réussir à comprendre l'intelligence qui va sous-tendre le changement d'instructeur ou l'intelligence qui va sous-tendre les relations entre les individus, l'acceptation de nouveaux individus, etc. Il est normal de changer couramment d'instructeur. Il est normal. Moi, je répète assez souvent aux personnes qui viennent me voir en conférence d'aller fouiller ailleurs et de ne pas me croire, expérimenter. De toute façon, de temps en temps, je vous compte des menteries, je vous les lance en plein visage. Et je le fais d'une façon suffisamment subtile pour ne même pas me contredire. Ce n'est pas par relation psychologique ou par relation d'étude que vous allez voir que je me contredis, je ne me contredis pas. Mais je n'ai pas nécessairement le goût ou je ne vois pas l'intelligence de toujours dire la vérité. Ce qui fait que vous allez aller fouiller ailleurs pour découvrir des choses ailleurs. Et cela est bon, cela est nécessaire. Suivre un conférencier, tant que le conférencier reste d'ordre mental, il n'y a pas trop de difficultés, c'est-à-dire pas trop de danger. Mais si le public est complètement assujetti par la psychologie, que l'orateur soit mental ou supramental, cela ne change rien. Si le public est assujetti à la forme mentale, il n'y a aucun problème, même si l'orateur est assujetti à la forme de l'astral. Mais si l'orateur est supramental ou mental et que le public est psychologique, alors c'est exactement comme si l'orateur était psychologique. Parce que jamais, encore une fois, vous n'avez compris ce que j'ai dit. Vous ne pouvez que comprendre l'interprétation de ce que je dis. Et si l'interprétation est assumée par la forme astrale, automatiquement, les connaissances que je transmets sont des connaissances astrales. Il n'y a que l'énergie sous le mot qui peut faire certains travail qui n'est pas nécessairement soumis à l'astral. De changer d'orateur, cela est bon. Lorsque le public ou lorsque les auditeurs ne peuvent changer d'orateur pour différentes raisons qui peuvent être très intelligentes comme qui peuvent être stupides, l'intelligence de l'orateur va faire en sorte que lui se change. Autrement dit, si
disons par hasard qu'il n'y aurait aucun autre endroit dans la province de Québec où vous auriez accès à des conférences d'ordre mental ou supramental, je serais obligé de temps en temps de laisser ma place à un autre. De façon à ce que, vu que vous ne pouvez pas magasiner, je vous force à rencontrer d'autres formes d'énergie. Cela est la même chose pour des cours, par exemple. Si vous recevez un cours d'un instructeur, vous vous habituez à son énergie, vous vous manipulez, vous finissez par créer un égrégore, un esprit de classe, un esprit de groupe, et de temps en temps, si l'intelligence habite l'instructeur, il devra s'arranger pour être remplacé, de façon à détruire l'élément d'esprit de groupe qui a une tendance à vouloir s'instaurer. Vous savez que les formes, c'est plaisant pour la psychologie d'en détruire lorsqu'elle découvre le luxe supramental de détruire les formes. L'intelligence supramentale ne veut pas détruire les formes. Elle devra détruire des formes qui sont trop rigides et qui ne peuvent et ne veulent être détruites. Mais elle s'assurera surtout d'empêcher la naissance des formes. Donc, elle détruira les formes au fur et à mesure qu'elles se présenteront, sauf là où il y a intelligence d'instaurer une forme rigide que celui qui instaure s'amusera à détruire à coups de masse quelques années après. Lorsqu'il y a intelligence, non pas par plaisir sadique. La psychologie qui tend à faire les esprits de groupe, la psychologie de l'astral qui tend à se complaindre dans une sécurité, cette sécurité finit par devenir l'esprit de groupe qui va tendre à diriger les hommes vers les mêmes genres de phénomènes où il y a sécurité, est une chose qui ne devrait pas être lorsqu'il y a de l'énergie mentale dans l'homme. Mais il y a suffisamment d'énergie psychologique pour amener l'homme à créer ces esprits de groupe. Que ce soit un esprit de groupe qui porte un nom et qui ait une charte, que ce soit un esprit de groupe qui soit une religion et qui ait un livre sacré, que ce soit un esprit de groupe qui prenne la même drogue et écoute la même musique, quel que soit l'esprit de groupe, cela fait que l'individu devient collectif. Lorsque l'individu devient collectif, il n'y a plus d'individu. Et, je le dis souvent, cela vous tanne parce que vous ne l'avez pas compris. Et vu que vous ne l'avez pas compris, le répéter, c'est vous frustrer. Vous frustrer, c'est vous tanner. Vous l'exprimez d'une façon comme si vous étiez tanné. Chaque fois que je répète quelque chose, ce n'est pas juste pour les petits nouveaux. C'est surtout pour les petits anciens qui l'ont appris, mais qui ne peuvent l'exprimer et qui n'ont rien compris. Et lorsque je répète la même chose, ça devient tannant. C'est pas tannant, c'est frustrant. Pour qui nous prend? Il répète encore les mêmes choses. Je vous prends pour rien. Vous ne comprenez pas tout. Cela est normal parce que je m'exprime sans doute extrêmement mal, mais je me dois de répéter dans d'autres mots ou dans les mêmes mots avec d'autres formes d'énergie les mêmes choses, et cela vous tanne parce que cela vous frustre, parce que vous ne le comprenez pas, et vous le répétez, c'est de forcer la porte pour que vous arriviez à le comprendre. Cela veut aussi dire pour la psychologie que je déclare que vous n'avez pas compris, donc que je déclare que vous n'êtes pas ce que vous pensez ou au niveau où vous pensez l'être. Je ne pense jamais cela, mais c'est pour cela que cela vous frustre, parce que vous pensez que je le pense, et c'est pour cela que cela vous tanne, c'est-à-dire que, exactement comme si on vous donne toujours un petit coup de poing sur l'épaule, cela vous fait mal, vous finissez par être tanné. Une douleur minuscule qui se transforme en expression d'achalandage. On est tanné. Alors, le fait de répéter ne nuit rien. Le fait de répéter tanne, mais on s'en fout. C'est important de répéter les choses. Parce que lorsque vous allez comprendre quelque chose et que je vais le répéter, cela ne vous tannera pas. Vous allez en jouir. Psychologiquement, vous allez en jouir. Vous ne serez pas tanné. Vous êtes tanné lorsque vous ne comprenez pas, et je répète la même chose, vous êtes tanné que j'aborde un sujet que vous ne comprenez pas. Vous êtes tanné que je répète une phrase qui ne vous dit rien, que vous avez intellectualisée, que vous savez, mais qui ne vous dit rien moléculairement. Et là, on est tanné. La psychologie est tannée. Le mental n'est jamais tanné. Un ordinateur peut refaire l'addition 2 plus 2 tant et aussi longtemps que la psychologie du manipulateur va vouloir. Elle ne se tanne pas.
Donc, le mental n'est jamais tanné. La psychologie qui ne comprend pas et que l'on force à travailler, qu'on frappe sur elle un peu plus en répétant, elle se tanne. Elle exprime simplement la douleur de l'ego qui prend conscience qu'il ne comprend pas et que l'orateur répète et que ça devient tannant. Il ne peut pas essayer de parler d'autres choses que peut-être je vais pouvoir comprendre, au lieu de répéter ce que je ne comprends pas. Accumuler choses que vous ne comprenez pas par-dessus choses que vous ne comprenez pas vous amènera pas à comprendre. C'est ça qu'on répète. L'homme qui évolue doit constamment prendre en considération qu'il doit rester seul. Et, je le répète, l'homme croit en masse, mais comprend ou se conscientise seul. Mais le fait de se conscientiser seul ne veut pas dire que nous sommes seuls physiquement. Cela veut dire que nous ne sommes pas assujettis à l'esprit ou à un esprit de groupe, à un esprit collectif, à un drapeau, à une politique, à n'importe quel foutu égrégore de masse collective qui vous manipule. Je l'ai dit souvent, mais ce n'est pas compris. Je le répète et ça tanne. Moi, je ne me tanne pas de répéter. L'homme va croire en masse, en gang. Croit avoir raison en gang. Il ne peut comprendre que s'il est seul. Et seul par rapport à sa psychologie. L'homme ne doit pas être lié à un esprit de groupe. Alors là, il est seul. Ce n'est pas dans le corps physique. Présentement, ici, plusieurs individus sont seuls. Et un bon paquet ne sont pas seuls. Ce n'est pas culpabilisant ou quoi que ce soit. C'est une réalité avec laquelle on doit vivre, réalité que l'on doit connaître, réalité vers laquelle on doit s'ouvrir, prendre conscience. Et lorsque ces mécanismes se font l'un après l'autre, la réalité se transforme en mensonge car vous n'êtes plus assujetti à un esprit de groupe. Mais tant que vous ne pouvez pas moléculairement ou atomiquement comprendre, car la connaissance, ce n'est pas de la verbalisation, c'est une forme de transmission très archaïque de la connaissance. La connaissance, elle est énergie, et cette énergie peut se transformer en parole à un moment donné ou en rêve. Mais tant que la connaissance n'est pas atomique, vous ne pouvez percevoir toutes les expressions du problème que vous ne connaissez pas. L'esprit de groupe, l'esprit de manipulation, on le connaît bien. Mais continuellement, on est fier de travailler à telle compagnie, on écoute le hockey et puis on veut que telle équipe gagne. On connaît bien la manipulation et on est même tanné d'en entendre parler. Quand l'esprit de groupe du Canadien de Montréal ou des Nordiques de Québec vient vous manipuler, vous êtes assujetti à un esprit de groupe. Lorsque vous avez peur et que vous êtes deux individus qui avaient peur de la même chose, vous êtes assujetti à un esprit de groupe. Aussi limité ou aussi grandiose soit-il, il y a esprit de groupe. Ce n'est pas parce que vous êtes seul physiquement ou en groupe physiquement que vous êtes manipulé ou libre. Manipulé, vous le serez toujours. Mais plus on s'éloigne de l'esprit de groupe, évidemment, moins on a tendance à susciter des esprits de groupe, plus on réussit à garder une authenticité au niveau du groupe, au niveau d'un groupe mental. Vous reliez entre vous, marchez, vous déplacez, téléphonez, communiquez, assistez à des conférences. Cela est une chose bénéfique, importante, parce que, je le répète, elle partage le karma souffrant du mental conscientisant. Donc, cela est important. Mais on ne doit pas décider que parce qu'on a un esprit de groupe qui s'appelle X, Y, Z, alpha ou oméga, ou d'autres lettres dans l'alphabet, qu'on est limité et qu'on est les seuls à pouvoir se permettre le luxe de souffrir mentalement. La compréhension d'un phénomène, ce n'est pas l'accumulation de représentations orales, de paroles, à l'intérieur de mécanismes chimiques, électriques, énergétiques, que l'on appelle la mémoire. Ce n'est pas la compréhension. L'intellectualisation, c'est lorsque nous essayons, par l'intermédiaire de nos expériences et d'un événement réel,
de raffiner, de modifier, de colorer l'événement réel pour qu'il puisse fitter, pour qu'il puisse coller avec un désir psychologique. Là, ça, c'est de l'intellectualisation. La spéculation, c'est le même genre de phénomène. Mais l'énergie mentale ne spécule pas, elle n'intellectualise pas. Lorsque la psychologie a peur, elle se sert de l'intellectuel, de l'intellectualisation, pour pouvoir observer ce qui lui fait peur, le transformer pour pouvoir l'assujettir à un concept mémoriel, un phénomène psychologique. C'est de l'intellectualisation. Et plus vous connaissez de paroles, plus vous êtes assujetti à intellectualiser les événements. Intellectualiser les événements, ce n'est pas mentaliser les événements. C'est une étape vers la mentalisation, mais ce n'est pas l'état de mentalisation. Et s'arrêter à l'intellectualisation, c'est une chose stupide. La différence entre la mentalisation et l'intellectualisation, lorsque j'intellectualise, j'ai l'impression que j'ai toujours raison. Lorsque je mentalise, je peux me rendre compte que ça a bien de l'allure, puis je peux savoir que ça peut être totalement erroné. C'est de l'intellectualisation non assujettie au plaisir de l'astral. C'est ça la mentalisation. Et lorsque je mentalise, j'arrive à découvrir des choses nouvelles que je ne connaissais pas, comme l'intellectualisation, mais je ne me dirai pas que j'ai raison. Je vais expérimenter et le mental va finir de transformer cette intellectualisation mentale en expérience psychologique. Et le mental, dans cette intellectualisation mentale, se développe de plus en plus jusqu'à un moment donné où, au lieu de fouiller dans la mémoire de la psychologie, dans la mémoire de l'astral, pour arriver à intellectualiser mentalement un événement, il ira fouiller dans une mémoire plus vaste, une mémoire que l'on peut appeler supramentale. Donc, à un moment donné, le mental arrive à mentaliser, c'est-à-dire qu'il a toujours raison dans tout ce qu'il perçoit. Ce sont des processus qui amènent à cette mentalisation. Mais en attendant, toute l'expérience orale, toute l'expérience émotive, toute l'expérience expérientielle de l'homme ne sert qu'à transformer l'extérieur pour le raffiner de façon à ce qu'il puisse être assujetti à un concept de l'ego. C'est de l'intellectualisation. Et l'ego ne mettra jamais en doute cette intellectualisation. Il ne le croira pas et il n'y doutera pas. Il va s'en servir pour régler un problème comme ça, pensant que c'est parfait, puis après il l'oublie. Je n'embarquerai pas trop sur l'intellectualisation, étant donné que je l'ai dit souvent en conférence, et je ne veux pas vous tanner, je ne veux pas non plus trop répéter. Et je peux percevoir, d'ailleurs je perçois que ce que je viens de dire vient de créer un petit remous, parce que certains auraient voulu que je poursuive. Lorsque je poursuis sans vous demander la permission, c'est tannant, et lorsque je vous dis que je ne poursuis pas, je l'ai assez dit, c'est frustrant. C'est pas pire. L'homme doit lentement faire la différenciation entre un être qui évolue et qui se conscientise, synonyme qui se mentalise, de l'être qui exprime une mentalisation. Une expression suscite une perception. Une perception, synonyme interprétation, synonyme déformation, synonyme illusion. Une expression de conscientisation ou de mentalisation ne peut être perçue par vous autres que s'il y a perception de l'expression. S'il y a perception de l'expression, il y a déformation de la perception. Ou il y a déformation de l'expression. Ce qui fait que l'on ne peut se fier à l'expression d'une mentalisation pour déterminer si un individu est en phase de mentalisation. Parce que l'individu, l'homme, exprime quelque chose qui est, on s'en fout, vous percevez l'expression et vous allez la déformer, vous allez l'adapter
et vous allez voir ce que vous voulez voir. Donc, ce n'est pas un critère de division ou de réunion, la perception de l'expression mentale d'une personne. Vous devez vous servir de votre énergie mentale pour arriver à déterminer si une personne est en phase de mentalisation, de conscientisation. Elle prie encore le bon Dieu, donc elle n'est pas mentalisée. Vous recherchez l'expression de la mentalisation et non pas la mentalisation de l'individu. Et on a présentement au moins 2 groupements dans la province de Québec qui ont une tendance à créer des esprits de groupe et qui ont une tendance à éliminer les autres mentalisés ou en phase de mentalisation, les autres qui se conscientisent parce qu'ils n'expriment pas des choses similaires à ce que ces groupements expriment. Et c'est une stupidité. C'est la même chose que de dire que la femme ne peut évoluer parce qu'elle n'a pas un corps comme l'homme. Donc la femme n'exprime pas l'énergie positive de l'homme, donc la femme ne peut évoluer. C'est stupide, hein? Les femmes, vous êtes d'accord que c'est stupide? Ben, c'est le même phénomène pour ceux qui se mentalisent. La personne qui cherche à comprendre, mais auquel on ferme toutes les portes, parce qu'elle n'exprime pas ce qu'elle doit exprimer, bien, ça va susciter certains problèmes radicaux qui vont s'exprimer de cette façon. La personne, plus vous allez exprimer une idée de la mentalisation, plus cela est enregistré dans le plan de l'astral. Donc, à un moment donné, une personne typiquement astrale, donc sans phase de mentalisation, va avoir connaissance de ce phénomène et elle pourra exprimer ce qu'une personne mentalisée exprime. De même, on a des conférenciers qui s'essayent, des conférenciers qui réussissent un peu, qui expriment de l'énergie similaire au supramental. Mais ils ont besoin continuellement de retrouver l'antenne de source pour pouvoir continuer à s'exprimer. Elles expriment, ces personnes, de l'énergie supramentale reléguée dans l'astral. Donc, elles se croient supramentales, mais elles ne le sont pas. Et elles peuvent réussir à tromper tous ceux qui sont conscientisés, enfin, qui sont en phase de conscientisation, parce que ceux qui sont en phase de conscientisation ne recherchent que l'expression. Et l'expression supramentale veut dire que le gars ou la femme, elle est pluguée. Donc, on peut écouter. Alors, écoutez bien que c'est complètement stupide. L'expression d'une personne ne détermine pas ce qu'elle est. Elle détermine des résultats karmiques régis par les lois de l'évolution par rapport à elle-même. Mais elle ne détermine pas. Elle le détermine si elle exprime l'énergie avec, mais vous n'êtes pas en phase suffisamment avancée pour reconnaître l'énergie supramentale de l'énergie mémorielle supramentale. Donc, l'homme ne peut pas se fier à sa perception d'une expression pour déterminer l'état d'évolution, l'état vibratoire d'une personne. On ne doit donc pas limiter nos relations de personnes mentales seulement avec ceux qui expriment une forme mentale similaire à ce que l'on recherche ou à ce que l'on exprime nous-mêmes. Cela veut dire que j'ordonne à Dieu de parler telle langue, sinon ce n'est pas Dieu. Une personne en phase de mentalisation, de conscientisation, va nécessairement aboutir dans les mêmes traces que vous autres. Et quand je parle de vous autres, je ne parle pas simplement de ceux qui sont ici, je parle de ceux qui vont aussi un peu ailleurs. Nécessairement, si ceux qui sont déjà là ne ferment pas les portes pour empêcher les autres d'y accéder. Et ça, c'est important. Cela veut dire que vous ne devez pas créer d'esprit de groupe qui sera aussi malsain que les esprits religieux. Vous savez, être dans une religion, c'est fermer les portes à l'extérieur et c'est se limiter. Dans une forme d'expression supramentale, cela aussi veut dire fermer les portes à l'extérieur. Vous êtes différents. Pour la majorité. Parfait.
créer un cadre où vous allez pouvoir évoluer selon vos différences, c'est parfait et c'est intelligent. Et c'est cela qui crée les sociétés secrètes. Mais l'esprit de groupe d'une société secrète ne doit jamais être régi par l'esprit de la psychologie. L'esprit de groupe d'une société secrète ne doit jamais exister. Il ne doit pas y en avoir. Il doit y avoir une expression d'esprit de groupe pour plaire aux psychologies qui en ont besoin, selon les niveaux, selon les étapes d'évolution de l'humanité depuis le début. Donc, on a eu des formes d'expression d'esprit de groupe, mais la prochaine société qui pourra régir les manteaux n'aura pas d'esprit de groupe. Il ne devra pas y en avoir, parce que cela veut dire que s'il y a un esprit de groupe, que nous sommes toujours relégués au niveau de la psychologie et nous ne comprenons pas l'intelligence du groupe. Je vous donne un esprit de groupe parce que vous êtes trop cave pour arriver à être un groupe intelligemment. Donc, je vous mets un esprit de groupe qui va vous faire en sorte que vous allez être un groupe. Ou bien, vous êtes suffisamment mental pour comprendre l'intelligence de se réunir, l'intelligence de ne pas tout divulguer à ceux qui ne peuvent comprendre, l'intelligence d'être un groupe, sans esprit de groupe. Si c'est le mental, on n'a pas besoin d'esprit de groupe pour conserver le groupe. On n'a donc pas besoin de nom de société secrète. On n'a donc pas besoin de symboles de société secrète. On n'a donc pas besoin de différentes choses qui ne servent qu'à nourrir l'esprit de groupe. Esprit de groupe qui, à la longue, détruit le groupe. Lorsque l'on parle d'un ordre comme l'ordre de la Rose-Croix, une certaine personne suffisamment avancée dans l'ordre rosicrucien a déjà dit au Québec et en conférence que personne n'était Rose-Croix. Que ce n'est pas parce qu'une personne est dans l'ordre rosicrucien qu'il est Rose-Croix. Et une personne ne peut pas dire « nous sommes rosicruciens » ou « nous sommes Rose-Croix ». Cela est exprimer une chose fausse. Cela n'est pas compris non plus de l'ordre rosicrucien. Être Rose-Croix, cela ne veut pas dire être dans l'ordre rosicrucien. Exactement comme être chrétien ne veut pas dire aller à l'Église. Croire en un Dieu ne veut pas dire d'allumer des cierges. Même si la majorité croit qu'être assujetti à l'esprit du groupe, que de suivre les traditions données par l'esprit de groupe, ce qui nourrit l'esprit de groupe, est l'expression authentique d'une divinité, d'une communication, etc. Cela est faux. Donc, ce qui est en train de naître chez l'homme conscientisé s'exprime de deux façons. Celui qui est prêt à fouiller, à rencontrer, et celui qui est prêt à continuer à connaître, mais en limitant de plus en plus les individus qui vont pouvoir connaître ou ceux qui vont pouvoir enseigner. Eux sont limités par l'esprit de groupe. Et l'esprit de groupe n'arrivera jamais à créer une société secrète mentale. L'intelligence aujourd'hui l'en empêche. Elle l'a permis dans des laps de temps appropriés. Présentement, elle l'empêche. Elle fait en sorte que des antennes supramentales ne puissent travailler en collaboration tant que leur temps n'est pas venu, c'est normal. Mais elle fera en sorte, par contre, qu'il y ait division parmi les réceptacles. Elle fera en sorte qu'il n'y aura pas de division, c'est-à-dire que les esprits de groupe de la psychologie mentale seront balayés. Elles ne pourront survivre à peine que quelques années. Mais il y aura souffrance, pleurs et grincements de dents. Parce que plus une habitude reste longtemps, plus elle résiste à la transformation, et plus il y a résistance à la transformation d'une mémoire, plus il y a souffrance. Alors, je vais répondre à une question. Est-ce que ceux qui savent, les instructeurs, forment une société secrète à un niveau extraplanétaire ou à un niveau non matériel? C'est-à-dire, est-ce que l'énergie qui les actionne a le même rôle que l'énergie qui actionne les sociétés secrètes? Le gouvernement invisible ou la société secrète sont deux formes d'expression similaires qui
nécessairement les mêmes tendances, mais disons qu'un gouvernement invisible est automatiquement une société secrète qui a un objectif différent, légèrement différent de ce que l'ordre rosicrucien ou l'ordre franc-maçonnique a connu. Quoi qu'encore que ces deux ordres ont eu des rôles à jouer sous les gouvernements pour régir les gouvernements, c'est-à-dire pour implanter d'une façon plus efficace leur propre cheminement d'élite. Et c'est normal. Dans les gouvernements invisibles, on a évidemment d'autres formes d'expression qui ne sont pas nécessairement régies par les lois de l'intelligence, qui sont régies par les mémoires léguées à l'astral par les intelligences antérieures. Lorsque ces intelligences se sont exprimées pour les premières fois sur le continent lémurien, atlantéen et européen. Est-ce que ceux qui savent forment une société secrète? Oui. Maintenant, ceux qui savent, les instructeurs forment une société secrète que je ne peux parler, dont je ne parlerai pas, une société secrète qui exclut tout ce que je vous ai dit qu'il fallait exclure, société secrète qui n'a pas de réunion, qui n'a pas tendance à réunir le monde, étant donné que cette société existe sur un niveau différent du niveau mental ou psychologique. Alors, ils forment une société secrète, une société que l'on ne connaît pas, une société qui est à peine connue par ceux qui sont rendus à la phase de contrôle de leur potentiel mental. Ce qui déjà élimine la majorité de ceux qui sont en phase de conscientisation. Il y a plusieurs formes de sociétés secrètes qui resteront secrètes, formes de sociétés qui seront dirigées dans les hautes sphères du secret par le comte de Saint-Germain et par d'autres catalyseurs planétaires qui présentement existent. C'est-à-dire que présentement sur la planète, et c'est tout ce que je vais dire pour l'instant, il y a des personnes qui viennent de soleils différents. Présentement, Jéhovah a été la phase la plus exhaustive, la plus évoluée pendant la période lunaire, la plus haute expression de l'évolution, et elle s'exprime continuellement, et Jéhovah est présentement exprimé sous la forme du soleil qui nous habite, le soleil qui nous réchauffe plutôt, le soleil de notre système solaire. Les autres formes de catalyseurs planétaires qui présentement vont apparaître sur la planète, d'ailleurs il y en a déjà quelques-uns qui ont un rôle à jouer présentement dans une corporalité, et ils ne viennent pas du même soleil que moi, et ils ne viennent pas du même soleil que la majorité des habitants de la planète. Ils ont une forme d'évolution à finir et un rôle purificateur dans les relégats laissés par ce soleil. Donc, purificateur de l'astral, ce qui fait qu'ils n'exprimeront pas des phénomènes énergétiques, un amour ou une parole de la même façon que moi. Ils forment une société secrète qui est régie par un secret tellement bien gardé que la majorité de ces entités ne le savent même pas. Les éléments que j'ai énoncés aujourd'hui sont d'une complexité extrême. Ils sont plus importants encore que leur complexité. Ce qui fait que je vous suggère de bien vous les remémorer pour bien les étudier. Je ne veux pas que vous les appreniez par cœur, je ne veux pas que vous les appreniez parce que cela fait du sens au premier abord, je veux que vous les étudiez, si cela vous plaît, et que vous les repassiez de façon à bien en saisir les mécanismes. Si l'on comprend les mécanismes de quelque chose, cela est mental. Si l'on ne comprend pas les mécanismes complets d'une chose, cela est psychologique et cela se rapproche de la croyance. Ne pas croire quelque chose parce qu'on n'en connaît pas les mécanismes, c'est être assujetti aux lois de la croyance. Et croire à quelque chose sans connaître les mécanismes, c'est aussi être assujetti aux lois de la croyance. Alors, il n'est pas question de croire ou de ne pas croire, il est question de comprendre ou de ne pas comprendre. Alors, je vous suggère donc de faire en sorte de revoir, de réécouter, de réétudier les mécanismes, les phénomènes et les lois que j'ai énoncés. Vous en ferez ce que vous voudrez après.
Mais c'est extrêmement important que cela vous revienne dans la tête et que vous puissiez les réétudier. Or, de ce fait, je n'en parle plus aujourd'hui. Alors, je parlerai à la prochaine conférence du mois ou une autre ultérieure de ces soleils invisibles. L'un de ces soleils est évidemment celui qui est l'expression de la Christ, pas de la chrétienté, mais de l'état christique dans notre univers, et qui est le soleil central, et du soleil beaucoup plus haut, plus central encore, disons que le premier soleil est plutôt le soleil spirituel, et le soleil central qui est l'expression du Père, le Père du Christ qui est le soleil spirituel, ou soleil relégué au niveau des plans d'attraction. Ce sont deux soleils invisibles, le seul visible est le soleil de Jéhovah, le soleil des énergies du Saint-Esprit. Je reparlerai plus tard de ce soleil. Présentement, j'aimerais surtout que vous digériez ce qu'on a parlé, et c'est déjà amplement. Tous ces soleils sont-ils des superpositions, superimpositions de notre soleil planétaire? Le soleil planétaire est le soleil le plus involué de tout ce schéma de soleil. Et par rapport à l'homme, il est presque un dieu. Alors évidemment, les autres ne sont pas des impressions ou impositions. Ce sont des entités totalement différentes qui vont régir notre soleil. Mais encore là, c'est extrêmement complexe et je ne veux pas l'aborder aujourd'hui. En quelle année Adam est né et par quel moyen Adam est-il né? Dans la tradition ésotérique, Adam signifie plusieurs choses. Il y a eu plusieurs formes d'Adam. Sur le continent de la Terre blanche, la première forme d'Adam, l'homme, a été créé suite à l'évolution des involués de la Lune, donc à l'expression dans la matière opérée par les seigneurs de la Lune régis par Jéhovah. Donc le premier Adam, le premier homme, est apparu sur la Terre blanche. Par évolution, par densification, on a eu l'apparition d'un deuxième Adam sur l'hyperborée lorsque l'énergie vitale a pu être synthétisée de façon suffisante pour permettre à un corps de garder sa forme tout au long de son ébullition, tout au long de son évolution. Adam et Ève sont donc apparus sur le continent lémurien lorsque la psychologie, lorsque l'astral a été l'apanage de l'homme, lorsque l'énergie vitale s'est suffisamment densifiée pour permettre une sexualisation des corps, et automatiquement on a eu l'apparition d'une femme. C'est la troisième forme d'Adam, une forme d'Adam qui est la plus proche de ce qui est compté au niveau de la Bible. On a une race adamique, une race violette, qui va par après être les descendants de d'autres seigneurs lunaires, mais non pas les seigneurs de la Lune, une race violette qui va venir vivre aux côtés des Adams planétaires, descendants des seigneurs de la Lune, et ça, on l'a déjà vu en conférence spéciale, alors je ne vais pas revenir dessus. Ces seigneurs des autres planètes, cette race adamique, parce qu'elle vivait à l'époque de ce Adam et de cette Ève, avait comme fonction de se multiplier sur le plan planétaire pour permettre leur évolution afin d'être réintégrés à leur planète évolutive. Donc, en attendant, elles étaient eux aussi régies par les lois rigides de Jéhovah, mais manipulées par une intelligence un peu plus haute. Et à un moment donné, étant donné que l'intelligence de Jéhovah rigide et les intelligences d'une énergie angélique qui a atteint un summum d'évolution, mais non pas archangélique, a fini par créer des esprits de masse. Alors disons, j'ai déjà expliqué ça dans une conférence antérieure, et on a eu un mélange entre la race adamique et la race d'Adam et de Ève planétaire, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années avant son temps. Ce qui a occasionné une chute de ces êtres adamiques, étant donné qu'ils ont été mélangés trop rapidement à une corporalité trop dense, ce qui a permis, sur l'Atlantide et vers la fin de la race lémurienne, ce qui a permis à l'homme psychologique non pas évolué, c'est-à-dire trop dense,
d'avoir les capacités mentales de la race adamique. Ce qui a évidemment précipité la race adamique dans une phase d'évolution totale et ce qui a amené la race humaine dans un pas d'évolution qui n'était pas prévu, parce que la race humaine aurait été drôlement plus évoluée si les contacts auraient été faits dans leur temps. Donc la race adamique a été échue et les vestiges de la race adamique dans l'homme sont nous autres, sont l'homme. Alors donc les Adams, il y en a eu plusieurs selon les traditions, et si on y va d'âge en âge, on a eu 4 formes de race adamique. On a eu une race qui était descendante des seigneurs lunaires, on a eu les races qui ont évolué par après sur les continents, et on a eu la race descendante des seigneurs de Vénus, entre autres, et qui s'est mélangée avec la race descendante des seigneurs de la Lune pour créer une 5e forme d'Adam, l'ultime, la dernière, celle qui va voir par après l'instauration de la race rouge et de la race blanche. Alors, en quelle année est né Adam? Tout dépend de l'Adam que l'on parle. En ce qui concerne la viande et le mental, je vais simplement commencer par vous demander de vérifier mes dires, de faire quelques recherches si cela vous tente, et si cela vous tente, d'arriver à des conclusions et à une compréhension assez claire de ce processus. Partout où il y a du froid et du chaud, on a une race qui évolue avec un astral qui détermine l'apparition d'un intellect assez puissant. Les pays chauds sont des races qui n'ont pas d'intellect puissant et qui n'ont pas de possibilité d'exprimer leur intellect, donc qui n'ont pas de volonté. Les pays qui mangent de la viande ont une volonté mentale supérieure aux pays qui sont végétariens. Lorsque l'on regarde l'évolution de l'Inde, lorsque l'on regarde l'évolution de différents pays soumis à des régimes plutôt végétariens que carnivores, on peut se rendre compte qu'effectivement, l'évolution technologique a été empêchée dans ces pays végétariens. Par contre, les pays entraînés à la guerre, les pays enclins à une évolution technologique, les pays enclins à une expression matérielle assujettis à la sécurité de la psychologie, sont des pays ou sont des races localisées dans des pays chauds-froids et localisées dans des pays où on avait suffisamment de viande pour pouvoir se nourrir. Ce qui fait que la race mentale est apparue dans une race carnivore, bien avant d'apparaître dans une race végétarienne. La race végétarienne a des choses qui lui sont bonnes. Elle a permis à une quantité d'humains d'arriver à une phase d'évolution très raffinée au niveau du plan physique. Mais l'évolution du mental nécessite la perturbation de l'astral. L'évolution de l'intellect nécessite la souffrance psychologique. Lorsqu'il y a souffrance psychologique, il y a crainte, il y a peur psychologique. Donc, il y a recherche par la psychologie de mécanismes pouvant régler les craintes. Donc, il y a mise en demeure de nouvelles formes d'énergie, comme l'énergie du mental, et cette énergie devra être assujettie à l'énergie de la psychologie pour résoudre les problèmes de la souffrance. Plus un homme a du karma, plus un homme a des luttes envers l'évolution, plus un homme a une mécompréhension, plus un homme a des égos mélangés en lui qui viennent le perturber, plus cet homme psychologique souffre. Plus cet homme psychologique souffre, plus il s'en remet son énergie mentale pour essayer de résoudre son problème de souffrance. Et moins il y a souffrance psychologique, moins il y a élaboration d'énergie de l'intellect. Cela est vrai pour l'énergie et pour l'humanité évoluante. Cela peut être exceptionnellement faux pour certains individus. Donc, la race qui mange des plantes a comme avantage celui de ne pas ingérer de substances psychologiques ou de substances astrales, et il a aussi comme avantage celui de conserver dans sa matière physique plus longtemps les éléments nutritifs de la plante.
lorsque l'homme mange de la nourriture, il fait en sorte que son estomac devienne le réceptacle de formes matérielles en putréfaction, en pourrissement. Mais il absorbe en même temps les éléments génétiques de l'être, il absorbe en même temps les éléments qui vont transporter l'énergie vitale et une grande parcelle d'énergie psychologique, le sang. Donc, il absorbe en même temps des parcelles de l'ego de l'animal qu'il va manger et évidemment les expériences égoïques de cet animal. La peur de l'animal, les craintes de l'animal, un paquet de phénomènes, et évidemment, il s'assujettit aux esprits de groupe parce que l'animal est totalement assujetti aux esprits de groupe. Cela fait en sorte qu'il doit régir plus de karma, étant donné qu'il régit le karma de ce qu'il mange, il doit donc régir plus de karma, ce qui l'amène à souffrir beaucoup plus, ce qui l'amène à être plus violent. Le loup ne déteste pas l'agneau, mais le loup est l'ennemi juré de l'agneau. Et l'agneau ne déteste pas le loup, mais l'agneau est l'ennemi juré du loup. Le loup tue l'agneau parce qu'il y a un besoin matériel de nourriture. Mais lorsque la psychologie astrale de l'homme finit par être imbibée de ses recherches de tuer pour la survie, il finit lui aussi par émettre qu'il doit tuer pour la survie psychologique. Donc, lentement, ces hommes deviennent violents, deviennent guerriers, et ils ont des souffrances extraordinaires parce qu'ils n'ont plus leur propre petit karma relatif à régir, mais ils commencent à avoir un karma qui va être de plus en plus gros, de plus en plus grand et de plus en plus imprégné de ce qu'ils vont manger, et plus ils vont avoir un karma grand, plus leur psychologie va avoir une tendance à s'exprimer d'une façon à incruster l'astral, donc en guerre, en meurtre, en chiolant, en criant par la colère, ce qui dynamise l'astral inférieur et ce qui incruste l'astral, ce qui fait que ces personnes vont avoir de plus en plus tendance à s'imprégner l'un l'autre de leur propre phénomène psychologique. Lorsqu'il y a une chicane, les deux personnes se mettent en chicane, cela baisse les vibrations de l'entourage, donc de plus en plus le monde devient assujetti, ce qui fait que chaque individu a de plus en plus de souffrance et de karma à survivre, à vivre, et ayant plus de karma, il voudra s'en débarrasser d'une façon plus rapide, et il devra donc s'en remettre à l'énergie mentale, donc il devra permettre à l'énergie mentale de s'exprimer, permettant à l'énergie mentale de s'exprimer, il dynamise l'énergie mentale, ce qui fait que plus l'homme mange de viande, plus l'énergie mentale a tendance à se développer. Jusqu'au jour où l'homme devra éliminer certaines choses de sa nourriture pour permettre à son corps physique de redevenir subtil afin que le mental puisse s'exprimer d'une façon non concurrentielle avec l'astral. Présentement, l'énergie mentale a été salutairement développée par l'ingestion de viande et l'ingestion de vin. Ces deux phénomènes vont lentement être bannis mentalement et non pas parce que l'esprit de groupe de personnes qui se disent évoluer vont déterminer que tel genre de nourriture est inutile. Parce que mentalement, le corps physique va rejeter de plus en plus ce genre de nourriture. Alors, disons que faites vos recherches et vérifiez si effectivement les populations et les races qui ont mangé de la viande, si elles ont été effectivement plus industrielles, plus intellectuelles, plus mentales que ceux qui n'ont pas mangé de viande. Et de toute façon, il en est de même pour le Québec, qui est totalement carnivore. On a de très bons champs, mais on a aussi de très bons troupeaux. Et présentement, c'est dans une entité totalement carnivore que la conscience se développe. Et c'est normal. Ce n'est pas chez les végétariens de masse que la conscience va se développer. Évidemment, si vous êtes végétarien dans la société qui nous occupe, cela ne change rien, parce que vous êtes assujetti au karma de la société, d'une société carnivore. Mais si vous êtes végétarien aux Indes, dans une tribu végétarienne, dans une populace végétarienne, où tout est végétarien et où la viande est interdite, alors là, vous ne souffrirez pas énormément. Vous allez être bien.
La conscience de l'homme qui se conscientise, c'est-à-dire ce qui va donner l'impression à l'ego qu'il se conscientise, c'est la conscience de l'homme qui se conscientise. La conscience de l'homme qui se conscientise doit vérifier continuellement toutes les expressions qu'il va émettre, tout ce qu'il va exprimer. L'importance de l'expression d'une personne en conscientisation, elle est déterminée par le fait qu'il y aura cette société de conscientisés ou de conscientisants, ou qu'il n'y aura pas de société. Lorsque l'on exprime, lorsque la conscience de l'homme en conscientisation exprime des limites sans donner ou sans pouvoir les exprimer après avoir mentalement réfléchi à ce qu'il exprime, dénote qu'il ne comprend pas ce qu'il exprime et qu'il intellectualise ce qu'il exprime pour donner à sa conscience l'impression de la mentalisation. Et j'explique plus clairement. Lorsque vous ne voulez pas parler à certaines personnes, ou lorsqu'une organisation se ferme, se referme, ferme ses portes en laissant un tunnel assez long, si nous demandons à l'organisation pourquoi, elle nous répond. Mais est-ce que la personne qui répond pour expliquer un mécanisme auquel elle ne s'est jamais attardée, mais pour défendre l'organisation, ou si elle y a réfléchi avant qu'on lui pose la question, qu'elle a élaboré le mécanisme, et que si tu lui poses la question, elle te répond. Autrement dit, celui qui élabore le mécanisme est conscient de ce qu'il fait. Celui qui est assujetti au mécanisme et qui explique le mécanisme lorsqu'on lui pose la question, mais qui n'a jamais réfléchi au mécanisme avant qu'on lui pose la question, intellectualise sa réponse. Ce n'est pas mental, c'est de l'intellectualisation. Qui peut s'adonner à être exact avec l'idée mentale de celui qui a instauré le mécanisme, mais elle peut aussi s'avérer fausse. Mais une chose qui est importante, c'est celui qui répond et qui intellectualise croira que c'est vrai. Et si c'est vrai, ce sera vrai. Et si c'est faux, il ne le sera jamais. Comment la conscience peut-elle être sûre d'une chose? Elle doit y réfléchir avant. Elle doit en voir les conséquences. Et si par après elle